cœur du métier, c'est de faire cette interface entre les contraintes économiques qu'il y a au niveau de l'exploitation agricole et les marchés qui soient français, européens ou même mondiaux maintenant, puisque les frontières sont en train, les barrières aux frontières sont en train de s'effacer et tout ça fonctionne à l'échelle planétaire. Le propre de l'agriculture et le propre de la culture de céréales, c'est quand même le fait qu'il n'y ait qu'une récolte par an. Même si entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, elles sont décalées de 6 mois, il n'y a qu'une récolte par an. Ça a des conséquences économiques considérables, parce que ça veut dire que vous ne pouvez pas ajuster l'offre et la demande. Il y a un de mes administrateurs, un ancien administrateur de la GPB, qui avait une formule très imagée pour expliquer ça. Il disait, un agriculteur, en réalité, il ne prend que 30 décisions dans sa carrière. C'est chaque fois qu'il décide combien d'hectares de blé il va semer. Une fois qu'il a semé ses hectares de blé, c'est terminé. Il faut qu'il gère ce qu'il a semé, c'est-à-dire il faut qu'il en tire le meilleur revenu, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soigne ses plantes, il faut qu'il essaye d'en tirer le plus fort rendement, il faut qu'il se débrouille pour le commercialiser au mieux. Mais sa vraie décision, c'est le nombre d'hectares qu'il va semer chaque année. Et dans une carrière de paysan, on ne le fait que 30 fois. Et c'est pour ça qu'il y a des lois agricoles en réalité. S'il y a des politiques agricoles et si la France et les États-Unis, le Canada, l'Australie ont développé sous des formes diverses des politiques agricoles, et si malgré toutes les théories économiques libérales, il y a toujours des politiques agricoles, c'est parce qu'on est devant cette particularité que la production de grains, comme elle est discontinue, elle ne peut pas s'adapter à la demande de manière suffisamment rapide. Et la politique agricole, elle est là pour garantir l'approvisionnement du consommateur, basiquement. On se dirige vers un monde où les puissances qui organisent le commerce mondial sont des puissances où il n'y a plus la faim, on a perdu la notion de manque de nourriture, enfin, ou de relative pénurie de nourriture. Et donc, ce sont toutes les grandes théories économiques de libéralisation des marchés, d'ouverture des frontières qui sont en train de jouer. On le voit bien dans les discussions qu'il y a en ce moment à l'OMC entre les États-Unis, l'Europe, le Brésil et l'Inde qui essaye de pointer son nez, mais avec quelques difficultés. Mais les grands enjeux, la grande discussion, elle se joue entre les vieux pays agricoles que sont les États-Unis et l'Europe, et puis le pays émergent qui est symbolisé par le Brésil, qui est un pays où il n'y a pas toute l'histoire, où il n'y a pas toutes les traditions et où les exploitations ont été taillées au mieux des disponibilités technologiques du moment. Et donc, comme il n'y a pas non plus toute l'histoire, il n'y a pas la même pression des citadins par rapport au sol, enfin, etc., on se trouve avec des distorsions de concurrence très fortes, puisque non seulement ils ont l'accès à une terre qui est de plus faible valeur en termes d'investissement terre, mais en plus, ils peuvent mettre en œuvre des technologies qui ont été mises au point chez nous, dans des instituts comme Arvalis, là où on se trouve aujourd'hui, mais qui sont employés à la meilleure échelle possible, alors que nous, on n'a pas les structures d'exploitation qui permettent d'en tirer toute la quintessence. Tout ce qu'il faut souhaiter aujourd'hui, c'est qu'il n'y ait pas un abandon total des politiques agricoles. Tout ce qu'il faut souhaiter, c'est qu'on conserve, y compris en Europe, un certain nombre d'instruments de gestion de marché et pour nous, Européens, celui qui a vraiment fait ses preuves, celui auquel on tient, c'est le prix d'intervention. Ça, c'est vraiment essentiel par rapport à la pérennité sur le long terme d'une production. On sait que les zones productives pourront se déplacer vers le nord. Donc si on imagine qu'en plus le climat se réchauffe, ça veut dire qu'on sera dans des conditions vraiment idéales pour avoir de très bonnes productions et aussi en Sibérie vraisemblablement. Et là, personne n'est capable de dire combien il y a d'hectares qui sont cultivables en Sibérie aujourd'hui. Moi, je veux faire aucun pronostic là-dessus. Et puis les hommes sont tellement inventifs qu'ils trouveront bien quelque chose.